Choderlos de Laclos est l'un de nos auteurs iconiques. Ses célèbres liaisons dangereuses ont été adaptées au cinéma de Hollywood jusqu'à la Corée du Sud. Laclos est souvent perçu comme un auteur érotique, un chantre du libertinage. C'est passé totalement à côté de son objectif. Cet homme, décrit comme froid et jaune par ses contemporains, rêvait de moraliser la société d'Ancien Régime totalement décadente. Pendant la Révolution française, il s'est même montré féministe et constitutionnaliste. Je suis Virginie Giraud et je vous invite à me suivre au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Choderlos de Laclos, un moraliste pris pour un pornographe. Nous sommes à Paris en 1782. Un officier en tenue entre dans une petite librairie. Le libraire regarde avec circonspection cet homme fin à l'air si austère habillé en militaire. Que lui veut-il ? L'officier se penche au comptoir et demande un exemplaire des Liaisons dangereuses, ce livre imprimé à Amsterdam pour éviter la censure. Le libraire prétend ne pas savoir de quoi parle l'officier, mais celui-ci insiste. Il a été bien informé, il sait qu'il pourra trouver l'ouvrage ici. Le libraire n'a pas de souci à se faire, il a juste l'intention de le lire. Convaincu par cet officier, probablement en quête de lecture érotique, le libraire fouine dans un coin et sort un exemplaire du sulfureux ouvrage qui circule déjà dans tout Paris sous le manteau. Le client paye et ressort avec son achat. Arrivé chez lui, le lecteur ouvre son livre et regarde avec plaisir le frontispice, une sorte de page de garde illustrée. On peut y voir, à demi nu, le personnage de Valmont mourant, une épée près du flanc. Il tend une liasse de lettres à l'allégorie de la vérité dissipant les nuages d'un ciel noir pour laisser passer la lumière. Comme aveuglée, la marquise de Merteuil tente de se protéger en levant les bras devant elle. Elle ne veut pas être vue pour ce qu'elle est. Une perfide manipulatrice, une libertine sans remords, mais aussi une femme émancipée qui s'est parée du masque trompeur de la vertu qui gît maintenant à ses pieds. Sur la page d'à côté, le lecteur peut lire le titre complet de l'ouvrage. Les liaisons dangereuses ou lettres recueillies dans une société et publiées pour l'instruction de quelques autres. L'auteur est un certain C.H. de L. Le lecteur referme le livre satisfait. C.H. de L. Est-ce qu'on saura le reconnaître, lui, l'auteur de ce livre, Pierre Choderlos de Laclos ? Lorsque Pierre Choderlos de Laclos naît en 1741 à Amiens, il n'appartient pas encore à l'aristocratie. Son père est un fonctionnaire qui ne rejoindra la noblesse de robe, c'est-à-dire la noblesse des fonctionnaires de l'État, par opposition à la noblesse d'épée issue des chevaliers, qu'en 1750. L'histoire des Laclos est donc celle d'une ascension sociale par le travail et le mérite. Ces exemples sont rares sous l'Ancien Régime, mais ils ont bel et bien existé. Le père de Pierre est soucieux de l'éducation de ses enfants. Voilà pourquoi il envoie son fils à l'école militaire de Fères dans l'Aisne. Ce sera le point de départ idéal pour une brillante carrière dans l'armée. Pierre se prépare à travailler dans l'artillerie, c'est-à-dire l'armement de guerre lourd comme les canons. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus prestigieux, mais on peut tout de même s'y faire un nom. Un certain Napoléon Bonaparte, par exemple, se distinguera dans ce domaine avant la fin du siècle. À la messe, le dimanche, les étudiants ne montrent pas une grande ferveur. Le jeune Laclos lui-même n'est pas très pieux. La religion le laissera toujours assez froid. C'est sans doute parce qu'il n'a pas besoin d'une relation privilégiée à Dieu pour avoir un sens aigu de la morale et de l'honneur. En 1762, la première affectation du jeune officier de 21 ans se fait dans une garnison de La Rochelle. Le sous-lieutenant rêve de gloire. Il regarde l'océan avec envie. De l'autre côté, il y a l'Amérique, où les troupes françaises bataillent à l'occasion de ce que les historiens appelleront la guerre de 7 ans. Cette guerre, c'est un peu l'avant-première guerre mondiale avec une multiplicité de points chauds. Elle implique la quasi-totalité de l'Europe et de ses colonies. Hélas pour lui, Laclos n'aura jamais l'occasion de se rendre sur le front. La guerre s'achève l'année suivante, en 1763, sur le traité de Paris. Une humiliation pour la France qui perd ses territoires au Canada et à l'est du Mississippi au profit de la Grande-Bretagne. Louis XV ne parvient à garder que quelques îles dans les Antilles et 5 comptoirs en Inde. On ne sait pas grand-chose du quotidien de Laclos à La Rochelle. Il y mène probablement une vie de libertin, ce qui à l'époque signifie qu'il s'affranchit du poids de la morale chrétienne et s'autorise à vivre des amours libres, des amours flatteuses, divertissantes, mais qui ne comblent pas le cœur exigeant d'un officier en mal d'action.
À la fin des années 1760, dans une garnison de Strasbourg, il se fait initier à la franc-maçonnerie et intègre la loge de l'Union. Cette société discrète et non secrète est née au Royaume-Uni au début du XVIIIe siècle. On pourrait la voir comme un club de philosophie ou des groupes de sociabilité qui mêlent spiritualité et réflexion sociale. Laclos restera manifestement un frère très actif, changeant de loge au fil de ses affectations. Il passera de grade en grade jusqu'à celui de vénérable maître, c'est l'un des plus hauts échelons de la hiérarchie maçonnique. La fréquentation de sa loge lui permet de mener différents débats avec des esprits éclairés. Laclos est un homme froid et intelligent. Son esprit fin et vif ne trouve aucune satisfaction à la fréquentation des soldats paillards de sa garnison. D'ailleurs, même si on lui doit l'invention du boulet creux rempli de poudre explosive, une innovation technique en matière d'artillerie, il finit par préférer la plume au canon. À défaut de pouvoir être un stratège de guerre, Laclos sera un polygraphe. Il signe tout d'abord un opéra comique, Ernestine, dès 1777. Il adapte le roman réputé insipide d'un aristocrate dans l'espoir que celui-ci facilite sa carrière, mais ses espoirs resteront lettre morte. En garnison à Grenoble, il écrit son chef-d'œuvre, Les Liaisons dangereuses, un roman épistolaire racontant les déboires de Valmont, un libertin impénitent manipulé par Madame de Merteuil, une aristocrate aussi émancipée que malveillante qui se pare du masque de la vertu pour échapper au jugement moral de la société. Le mot liaison à l'époque ne se limite pas à désigner des relations amoureuses, mais décrit l'ensemble des relations sociales qu'on tisse avec les autres. C'est important de le savoir pour bien comprendre le livre. Lorsque cet ouvrage paraît anonymement, enfin avec les initiales de Laclos quand même, et comme vous vous en doutez, il sera reconnu par ses contemporains, il prétend publier des lettres qui ont vraiment existé. Laclos se livre à un exercice de brouillage de pistes pour donner plus de vraisemblance à son livre. Dans les faits, les lettres seraient peut-être inspirées des excès de l'aristocratie grenobloise dont Laclos a été le témoin, mais son œuvre est une authentique fiction. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le conseil que l'auteur donne à ses lecteurs dans son introduction. Selon lui, les liaisons dangereuses devraient être offertes à toutes les jeunes filles par leur mère la veille de leur mariage, afin qu'elles connaissent les pièges que leur tendront les libertins pour qu'elles n'y tombent pas. Laclos a écrit son livre comme un roman d'apprentissage de la noirceur humaine et des dangers de l'immoralité. C'est un manuel de vertu sous la forme d'un exposé de psychologie inversée, si vous voulez. Mais voilà, le roman est brillant et les scènes érotiques y sont nombreuses. La description de la séduction de la jeune et candide Cécile Volanges, la scène de la lettre écrite par Valmont sur le corps d'une prostituée qui lui sert de bureau, tout cela procure un vrai frisson érotique au lecteur et garantit le succès du livre qui connaît plusieurs réimpressions. La majorité d'entre eux n'ont vu dans la mise en garde de l'auteur qu'un vernis moralisateur destiné à contourner la censure. Le XVIIIe siècle passe totalement à côté de la dimension moralisatrice de l'œuvre. Bon, le XXe siècle aussi. Vous connaissez probablement quelques-unes des adaptations cinématographiques du livre. De Hollywood à la Corée du Sud, elles sont nombreuses, même si ma préférence va aux Liaisons dangereuses de Stephen Frears avec John Malkovich et Glenn Close. Je vous l'ai dit à l'instant, le préambule montrait que le livre était destiné aux jeunes filles en priorité. Eh bien, Choderlos de Laclos s'avère très intéressé par l'éducation des femmes. Ça nous amène à un petit focus sur sa vie de famille. Il épouse en 1786, à 42 ans, une jeune fille de 24 ans, Marie-Soulange Dupéré, dont il est sincèrement amoureux. Sa correspondance personnelle semble montrer qu'il était un époux attentif et fidèle. Mais leur liaison avait commencé avant leur mariage, puisqu'il reconnaît alors leur enfant né 2 ans plus tôt. Il aura ensuite une fille à laquelle, même en mission loin de la maison, il enverra des devoirs de mathématiques. Oui, des devoirs de mathématiques à une fillette au XVIIIe siècle, à une époque où savoir coudre et être bien élevé suffit à une demoiselle. Laclos est soucieux d'élever sa fille au sens littéral, de l'instruire, de lui apprendre à bien penser. L'éducation de sa fille le pousse naturellement à réfléchir à l'éducation des filles de manière plus générale. Il commence même à écrire un traité sur ce thème suite au concours lancé par une académie de province. Il existe aujourd'hui plusieurs versions de son éducation des femmes, mais aucune n'a réellement été achevée. Laissez-moi vous en lire un extrait pour que vous compreniez bien la hauteur de vue de ses réflexions pour l'époque. Je le cite. « Venez apprendre comment,
née compagne de l'homme, vous êtes devenue son esclave. Comment, tombé dans cet état abject, vous êtes parvenu à vous y plaire, à le regarder comme votre état naturel? Comment enfin, dégradé de plus en plus par une longue habitude de l'esclavage, vous en avez préféré les vices avilissants mais commodes aux vertus plus pénibles d'un être libre et respectable? En gros, Laclos reconnaît la domination masculine dans une société patriarcale. Je rappelle qu'on est au XVIIIe siècle et que les femmes n'ont pas les mêmes droits qu'aujourd'hui. Mais il accuse aussi les femmes d'accepter cette servitude et de ne rien faire pour s'en libérer parce que leur émancipation demanderait beaucoup d'efforts et qu'elles n'ont pas envie de les faire. Laclos n'est pas dans une logique marxiste bassement binaire, oppresseur-oppressé, et c'est normal, Marx n'est pas encore né. Laclos sait qu'une société est bâtie par toutes ses composantes et que chacune d'entre elles participe au fonctionnement du système. Ainsi, chacun est responsable de lui-même. En faisant des femmes les responsables de leur destin, il montre qu'il les considère comme les égales des hommes. On est en plein dans une façon de voir le monde héritée des Lumières, où la liberté est une quête individuelle et collective à la fois. La femme naturelle qu'il évoque est une femme affranchie de la domination masculine. Et par quels moyens s'affranchit-on ? Par l'étude et la lecture. Il conseille même de lire, lui qui est si peu religieux, la morale chrétienne, les saintes écritures et bien sûr, les livres d'histoire. L'idée est de se forger son propre sens de la morale pour résister aux vices. Paradoxalement, Madame de Merteuil, dans Les Liaisons dangereuses, aurait pu être son modèle de femme émancipée. Dans la lettre 81 du roman, elle raconte comment elle s'est éduquée seule, notamment par ses nombreuses lectures. Mais malgré ça, dans une société aristocratique gangrénée par les vices et l'oisiveté, elle a choisi de devenir une femme malveillante. Ces lettres sont d'ailleurs construites comme des traités de guerre et on retrouve là l'esprit militaire de l'auteur qui était un admirateur de Vauban. Mais au fond, on peut se demander si ce n'est pas Madame de Merteuil dans le livre la plus grande victime de la société. Si Laclos est si dur avec l'aristocratie, c'est parce qu'il fait partie d'une toute nouvelle noblesse méritocratique et bien évidemment, il ne supporte pas que ceux qui sont au-dessus socialement de lui par la naissance puissent être moins méritants. On m'a souvent dit que Laclos avait poursuivi ses réflexions sur l'éducation des femmes et l'égalité entre les citoyens dans les loges maçonniques qu'il avait fréquentées, surtout pendant la Révolution française. J'avoue ne pas avoir consulté moi-même ces planches, si tant est qu'elles existent toujours aujourd'hui, mais ça semble très cohérent avec sa personnalité et ses centres d'attention. De toute façon, la Révolution française pousse les intellectuels et les politiques à repenser la citoyenneté et l'égalité et à en finir avec une société à bout de souffle où les élites inaptes à gouverner ne maîtrisent plus rien. Mais Laclos reste du côté des compétents. Dès le début de la Révolution, il rallie les soutiens de Philippe d'Orléans, un prince du sang qu'on connaît mieux sous le nom de Philippe Égalité. Laclos est favorable à la monarchie constitutionnelle, c'est-à-dire un pouvoir équilibré entre un roi éclairé et des institutions qui participeraient au gouvernement et serviraient de contre-pouvoir. Laclos fréquente aussi les réunions du club des Jacobins, dont Robespierre est la figure de proue. Ce serait l'équivalent d'une forme de gauche républicaine et radicale aujourd'hui, si vous me permettez la comparaison. Selon certains historiens, Laclos aurait aussi fait partie des hommes qui ont accompagné la marche des femmes sur Versailles les 5 et 6 octobre 1789. Celle qui ramène la famille royale à Paris. Si c'est vrai, ça montre à quel point il était soucieux de voir les femmes participer aux événements en tant que membres actifs de la Révolution. Dans les années 1790, Laclos semble osciller entre constitutionnalisme et idées républicaines radicales. Dans tous les cas, il est animé par une envie de justice, d'égalité, mais aussi de professionnalisation de la politique, ce qui est en phase avec ses origines familiales. Mais peu importe les engagements qu'on défend pendant la Révolution française, on finit toujours par être suspect. Laclos fait 1 an de prison pour avoir été un soutien de Philippe d'Orléans entre 1794 et 1795. Il sort de cet épisode chahuté de l'histoire avec sa tête toujours attachée à ses épaules, ce qui est déjà beaucoup. À l'aube du XIXe siècle, il devient bonapartiste après avoir rencontré son confrère artilleur Napoléon Bonaparte. Il rejoint la réserve des artilleurs à Tarente en Italie après la fameuse campagne d'Italie du Corse. C'est là qu'il meurt de maladie en 1803. Il est inhumé en grande pompe par les soldats de sa garnison sur l'île Saint-Paul. En 1815, alors que la dynastie des Bourbons, celle de Louis XVI, reprend le contrôle de l'Italie, des soldats royalistes reçoivent l'ordre de détruire sa sépulture.
Comme le souligne l'historien Georges Poisson, on ne saura jamais s'ils se sont attaqués au reste de l'officier bonapartiste ou à l'auteur des liaisons dangereuses. Choderlos de Laclos est sûrement mort avec un regret. On a trop mal compris la portée de son œuvre. Celle-ci se voulait moralisatrice et on l'aperçoit encore aujourd'hui comme érotique. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.